tous. Nous allons débuter le conseil. Avant de passer au vote du procès verbal de la séance précédente, je vais procéder à l'appel. Donc, Monsieur Domergue, présent. Madame Mainvielle. Présente. Monsieur Salier-Éric. Présent. Madame Navarre-Caroline, procuration à Monsieur Domergue. Monsieur Benigui Nicolas. Présent. Madame Rabat-Irène. Présente. Monsieur Sainte-Cluc-Laurent aura un peu de retard, il nous rejoint. Madame Duplat-Jacob-Valérie. Présente. Monsieur Darrigrand Anthony. Présent. Monsieur Dachary Jean-Michel. Présent. Madame Lécona Domenge. Présente. Madame Castera Bernadette. Présente. Madame Braneir Bounajme Sylvie. Présente. Monsieur Puyot-Castin Guy. Présent. Monsieur Vergès Jean-Marc, procuration à Monsieur Darrigrand. Monsieur Touya Dominique. Présent. Monsieur Mendribil Hervé. Présent. Monsieur Vilaine Bertrand. Présent. Madame Séjournant Siro Agnès. Présente. Madame Subiette Sylvie. Présente. Madame Uruti Betty Laure. Présente. Madame Foucault Élodie. Présente. Monsieur Morvas Courtis Bernard. Présent. Madame Poédomange Isabelle. Présente. Monsieur Gavan-Thierry, procuration à Madame Sariquet. Monsieur Omnes Jean-Michel, procuration à Madame Poédomange. Et Madame Sariquet Karine. Oui. Je vous remercie. Avant toute chose, nous avons désigné la secrétaire de séance. Je vous propose de désigner Madame Marie-Ange Mainvielle. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, Madame Mainvielle, secrétaire de séance. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, pour le premier conseil municipal, juste indiquer donc le déroulé du conseil. Les différentes délibérations amèneront donc à des votes. Donc chaque personne qui présentera les délibérations devra donc demander s'il y a des questions et ensuite procéder au vote en indiquant qui est contre, qui s'abstient, ce qui nous permettra de savoir si la délibération est acceptée, validée par le conseil municipal. Premier point, Madame la secrétaire me précise que pour l'orateur, vous devez ouvrir le micro, bien entendu, avant de prendre la parole. Au niveau du conseil municipal, point important, donc les conseillers n'auront pas à voter le point 18. Il ne sera pas évoqué, il est retiré à ma demande de l'ordre du jour. Les collectivités disposent de 2 mois pour rendre leur avis concernant l'autorisation environnementale dragage du pont de l'Escar. En cas d'absence d'avis dans le délai imparti, l'avis est réputé non rendu. Donc à ma demande, il a été retiré de ce conseil municipal. Sachez-le. Premier point, validation du procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des questions ou des précisions concernant le procès-verbal de la séance précédente, qui était le conseil du 4 mars 2026. Pas de questions, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le procès-verbal est validé. Délégation du conseil municipal au maire. Donc, vous avez donc sur table, vous avez eu donc la note de synthèse avec les délégations du conseil municipal au maire. Alors, je vous propose soit de passer directement aux questions concernant les délégations, soit est-ce que vous souhaitez que nous lisions les 28 délégations au maire? Non? Vous ne souhaitez pas que nous détaillions les 28 délégations? D'accord, donc il n'y aura pas de lecture des 28 délégations, juste une précision à vous apporter. Concernant la délégation numéro 3, donc que je vais lire, qui est de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et les accords cadres de montant inférieur ou égal à un seuil de 350 000 € hors taxes pour les marchés de travaux et de 100 000 € hors taxes pour les marchés de fournitures et de services, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Donc précision, lors du précédent mandat, le montant pour les marchés de travaux était de 400 000 € hors taxes
Donc la délégation faite au maire est de 350 000 euros au lieu des 400 000 euros. Et concernant les marchés de fournitures et services, nous passons de 200 000 euros à 100 000 euros hors taxe. Nous avons également procédé à l'enlèvement de délégations sur la fixation des différents tarifs, puisque nous les voterons comme chaque année et comme c'est l'habitude en séance, comme tous les conseils municipaux. Donc nous allons pouvoir procéder au vote sur les délégations, à moins qu'il y ait des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas particulièrement. Donc, Monsieur le maire sollicite les membres du conseil municipal afin qu'ils lui délèguent l'ensemble des compétences ci-dessus, afin de faciliter la bonne marche de l'administration de la commune. Bien entendu, les décisions par le maire en application de ces délégations seront rapportées à chaque séance du conseil municipal. Qui est contre le vote de ces délégations? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 2. Désignation des représentants de la commune au sein des différents syndicats et organismes. Monsieur Anthony Darigan. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire expose que conformément à l'article L 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit procéder à la désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant les organismes. Il propose de désigner les membres suivants. Pour l'organisme TO64, un titulaire, M. Guy Puot-Castin, et un suppléant, M. Nicolas Benelli. Pour les services publics, assainissement non collectif, titulaire, M. Éric Salier, suppléant, M. Bertrand Vilaine. Concernant le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Salais et des Gaves, 5 délégués titulaires, M. Nicolas Benegui, M. Éric Salier, Mme Irène Rabat, M. Guy Puot-Castin. Monsieur le maire propose de désigner un titulaire au groupe Salis pour vous, Éric Cabane. Très bien, merci. Concernant les délégués suppléants, M. Dominique Touillat, M. Bertrand Vilaine, Mme Marie-Ange Mainvielle, M. Hervé Menréville, M. Bernard Morvan. Merci. Concernant le respect des Pyrénées-Atlantiques, donc un délégué, M. Dominique Touillat. Concernant le conseil d'administration du CCAS et EHPAD de l'Astrie. Donc le président de droit est M. le maire, et il y a également 6 délégués élus par le conseil municipal. Mme Caroline Navarre, Mme Bernadette Caspera, M. Nicolas Benegui, Mme Laure Peruti-Belletti, M. Bertrand Vilaine, et un délégué pour Salis pour vous. Mme Isabelle Couilleman. Merci. Il y aura également 6 délégués nommés dans la société civile, élection à scrutin de la liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Représentant des associations familiales, représentant des associations de retraités et personnes âgées, représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et représentant des associations de personnes handicapées. Concernant le conseil d'administration et conseil de vie sociale EHPAD Alcartero. Donc le président de droit sera M. le maire, plus 2 délégués, qui sont M. Bertrand Vilaine et Mme Caroline Navarre. Concernant le conseil d'école, donc il y aura le maire de droit, son représentant, plus un conseil municipal. Donc représentant, ce sera Mme Irène Rabat, qui représentera M. le maire. Et ensuite, il y aura Mme Marie-Ange Mainvielle. Concernant le collège Félix Pécaud, il faut désigner 2 délégués. Donc il y a Mme Irène Rabat et Mme Élodie Foucault. Concernant l'association des Amis de Sabou, il y a 3 délégués. Mme Valérie Duplat-Jacob,
Madame Marie-Ange Mainviel et Monsieur le maire proposent à l'équipe Saïs pour tous un représentant. Il me semblait qu'à la précédente mandature, il n'y avait pas de représentant de l'opposition. Mais on le propose si vous le Ouais. souhaitez. Ouais, on va le dire plus tard. Vous le voulez là, tout près. Oui. Isabelle, là. Madame Poirier-Domange. Isabelle Poirier-Domange. Merci. Concernant l'association François Truffaut, le cinéma, il y a 4 délégués désignés. Madame Valérie Ducas-Jacob, Monsieur Bertrand Vilaine, Madame Marie-Ange Mainviel et Madame Agnès Serronan-Siro. Concernant l'association du savoir partagé, il y a 2 délégués désignés, Madame Caroline Navarre et Madame Sylvie Suguet. Monsieur le maire sollicite l'accord du conseil municipal. Est-ce qu'avant ça, il y a des questions? Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Monsieur Darigrand. Désignation d'un référent déontologue des élus. Monsieur Vilaine. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose qu'en application de la 3DS du 21 février 2022, toute commune a l'obligation de désigner un référent déontologue au début de chaque mandature. Ce référent va accompagner et conseiller tout élu qui le souhaite sur les questions déontologiques et éthiques. En 2023, la commune s'est attachée les services de l'Association des maires de France des Pyrénées-Atlantiques qui a comme référente déontologue Madame Annie Fitz-Duval, maître de conférence en droit public. Il est donc proposé de renouveler la désignation pour la mandature 2026-2032 dans les conditions exposées ci-dessous. Article 1er. Désignation du référent déontologue. Il est mis en place à compter du 1er juin 2023 un référent déontologue élus locaux dans les conditions prévues par le décret du 6 décembre 2022 pour les élus locaux. Cette fonction de référent déontologue est confiée à Madame Annie Fitz-Duval, maître de conférence HDR en droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, spécialisée dans les questions de déontologie publique. Elle bénéficie d'une lettre de mission décrivant les conditions de sa saisine ainsi que les garanties de confidentialité et de secret professionnel attachées à l'exercice de ses fonctions. La lettre de mission sera portée à la connaissance de l'ensemble des élus de la collectivité. Article 2. Mission du référent déontologue. Le référent élu local assure les missions suivantes. Il apporte tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local. Il est, à la demande de l'élu qui le saisit, l'interlocuteur de la haute autorité pour la transparence de la vie publique concernant les déclarations d'intérêt et de situation patrimoniale des élus locaux de la collectivité concernée. Article 3. Obligation du référent. Le référent déontologue élu local est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans les conditions définies par le décret du 6 décembre 2022, ainsi que par les articles 226, 13 et 14 du Code pénal. Article 4. Indépendance et impartialité du référent déontologue. La fonction de référent déontologue des élus locaux est assurée de manière indépendante et impartiale. Dans l'exercice de ses fonctions, le référent déontologue des élus locaux ne peut solliciter ni recevoir d'injonction de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de son représentant. Il est par ailleurs précisé que cette fonction s'exercera sans préjudice de la responsabilité de l'élu, qui demeure seul responsable de ses obligations déontologiques. Article 5. Modalité d'exercice. Pour mener à bien sa mission, le référent déontologue disposera des moyens matériels suivants. Un bureau équipé, ordinateur, imprimante, téléphone, au sein des locaux du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques. D'une boîte de réception avec messagerie dotée d'une adresse propre, d'un smartphone, des éventuels frais de déplacement. La saisine s'effectue via le formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante, www.adm64, ou
par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante, Madame le référent déontologue des élus locaux, Maison des communes, cité administrative à Pau. La mention confidentielle devra figurer sur l'enveloppe. Les réponses devront être traitées dans des délais raisonnables et prendront la forme d'un avis détaillé remis au seul intéressé auteur de la saisine. Article 6. Durée de la désignation. Le référent déontologue des élus locaux est désigné pour la durée du mandat. Article 7. Rapport annuel du référent déontologue. À des fins pédagogiques, le référent déontologue des élus locaux transmet à chaque collectivité lui ayant confié cette fonction un rapport annuel anonymisé de l'ensemble des saisines et des réponses apportées. Ce rapport annuel est également transmis à l'Association départementale des maires et présidents de communautés et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Avez-vous des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, M. Vilaine. Point 4. Copil PLUI. Désignation d'un titulaire et d'un suppléant. Madame Lécona. Comité de pilotage du plan local d'urbanisme intercommunal, désignation d'un titulaire et d'un suppléant. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'en séance du 9 avril 2025, il a été décidé de transférer la compétence plan local d'urbanisme à la communauté des communes du Béarn d'Égalbre. Conformément à la délibération du Conseil communautaire du 26 juin 2025, qui définit les modalités de collaboration dans le cadre de l'élaboration du PLUI, la charte de gouvernance prévoit la création d'un comité de pilotage PLUI composé d'un représentant par commune membre, du président de la communauté de communes ainsi que du vice-président en charge de l'aménagement. Il sera chargé de la coordination générale du projet et de la prise de décision stratégique. Il aura en charge la validation des orientations proposées par les ateliers territoriaux. Le principe « une commune, une voix » dans le cadre des prises de décision est conforté. À ce titre, chaque commune doit désigner par délibération un titulaire et un suppléant qui seront invités à participer aux réunions du comité de pilotage et qui réceptionneront tous les outils et documents préparatoires ou de synthèse. Le président, comme le vice-président, membre du comité de pilotage, sera porteur d'une seule et unique voix dans le cadre de la représentation d'une commune. Dans le cas où celui-ci n'est pas le représentant de sa commune, il animera les débats mais ne prendra pas part au vote. Monsieur le maire expose qu'il convient donc de désigner un titulaire et un suppléant représentant la commune de Salis-de-Béarn au sein du comité de pilotage. Il propose de désigner monsieur Éric Salier, adjoint, titulaire, monsieur Hervé Mendribil, conseiller municipal, délégué, et sollicite l'avis du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Monsieur Mendribil, dans le cadre suppléant. Oui. Tout à fait. Nous pouvons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup. Point 4. Création des commissions municipales. Monsieur le maire expose qu'en application de l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises. Ces commissions sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Monsieur le maire propose donc de créer 10 commissions et de fixer le nombre de membres de chaque commission de 6 à 12.
Un même élu pourra faire partie de plusieurs commissions. Première commission, la commission Finances, qui sera composée de Madame Sylvie Branair-Bounajme, Monsieur Bertrand Vilaine, Madame Agnès Séjournan-Sirot, Madame Marie-Ange Mainviel, Monsieur Dominique Touillat, Madame Irène Rabat, Madame Laure Urruti-Betty, et il est demandé à 2 membres de l'équipe Salis pour vous, du groupe Salis pour vous, d'être désignés dans cette commission. Il y aura une Jean-Michel Omnes. D'accord. Monsieur Omnes. Merci. La deuxième commission, cadre de vie, tourisme et thermalisme. Madame Valérie Duplat-Jacob, Monsieur Dominique Touillat, Monsieur Éric Salier, Madame Sylvie Subiette, Madame Agnès Séjournan-Sirot, Monsieur Anthony Darigrand, Madame Élodie Foucault, Monsieur Hervé Menribil, Madame Domenge Lecuona, et également 2 personnes. Carrie de Sarriquier et Bernard Morlas. Merci. Commission culture, Madame Marie-Ange Mainviel, Madame Domenge Lecuona, Madame Laure Urruti-Betty, Madame Sylvie Subiette, Madame Sylvie Branair-Bounajme, Monsieur Guy Puyot-Castin et 2 membres de Salis pour vous. Monsieur Bernard Morlas et Isabelle Pouillemanche. Merci. Commission sport et jeunesse, Monsieur Anthony Darigrand, Madame Élodie Foucault, Madame Caroline Navarre, Madame Irène Rabat, Monsieur Jean-Michel Dachary et 2 membres de Salis pour vous. On est où là Sport et jeunesse. Ouais. Bernard Morlas. Un seul membre? Oui. Merci. Commission transition écologique et démocratie contributive, Monsieur Nicolas Benegui, Monsieur Guy Puyot-Castin, Madame Élodie Foucault, Madame Bernadette Castera, Madame Valérie Duplat-Jacob, Madame Irène Rabat et 2 membres de Salis pour vous. Madame Isabelle Pouillemanche. Commission travaux, voirie et urbanisme, Monsieur Éric Salier, Monsieur Hervé Menribil, Monsieur Jean-Marc Vergès, Monsieur Guy Puyot-Castin, Monsieur Bertrand Vilaine, Madame Sylvie Branair-Bounajme, Monsieur Anthony Darigrand et 2 membres de Salis pour vous. Jean-Michel Omnes. Aucun seul membre. Commission sécurité, commémoration et correspondant défense, Monsieur Bertrand Vilaine, Monsieur Jean-Marc Vergès, Monsieur Éric Salier, Monsieur Jean-Michel Dachary, Madame Agnès Séjournan-Sirot, Monsieur Laurent Sainte-Cluc et 2 membres de Salis pour vous possible. Pas de désignation. Merci. Commission santé, accessibilité et action sociale, Madame Caroline Navarre, Madame Bernadette Castera, Monsieur Bertrand Vilaine, Madame Sylvie Subiette, Monsieur Nicolas Benegui, Madame Irène Rabat et 2 membres de Salis pour vous. Madame Isabelle Pouillemanche. Donc, 1 membre. Commission affaires scolaires, Madame Irène Rabat, Madame Élodie Foucault, Madame Bernadette Castera, Madame Domenge Lecuona et 2 membres de Salis pour vous. Mesdames Karine de Sarriquier et Isabelle Pouillemanche. Merci. Enfin, 10e commission, commission habitat et économie locale, Monsieur Laurent Sainte-Cluc, Madame Sylvie Subiette, Madame Élodie Foucault, Madame Valérie Duplat-Jacob, Madame Irène Rabat, Monsieur Hervé Menribil, Monsieur Bertrand Vilaine, Madame Sylvie Branair-Bounajme, Monsieur Dominique Touillat. Et Monsieur Jean-Michel Omnes. Merci. Un seul membre. Monsieur le maire donc, sollicite l'accord du conseil municipal pour la création de ces 10 commissions. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Mais je vous remercie. Point 6. Composition de la commission d'appel d'offres, CAO, Madame Sylvie Branair-Bounajme. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe que la commission d'appel d'offres est compétente pour décider l'attribution des marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen prévu au Code de la commande publique. Elle doit également émettre un avis sur les projets d'avenant au marché public susmentionnés, entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5%.
Il appartient au conseil municipal, en application des dispositions des articles L 1414-2 et L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, d'élire les membres de la commission. L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. La commission d'appel d'offres est la suivante. Le président, monsieur le maire, avec 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du conseil municipal. Monsieur le maire propose d'élire les titulaires suivants. Madame Sylvie Branaille-Bounage, monsieur Bertrand Vilaine, monsieur Éric Salier, monsieur Thierry Cabane, ainsi que monsieur Jean-Michel Omnes. Et comme suppléant, monsieur Guy Puyot-Castin, madame Agnès Séjournant-Sirot, monsieur Dominique Touillat, monsieur Bernard Morlas, ainsi que madame Karine Sarité. Le conseil municipal doit également fixer par délibération les règles de fonctionnement de la commission d'appel d'offres. Monsieur le maire propose que la commission soit convoquée avec un délai franc de 7 jours. La convocation comprendra un ordre du jour succinct, la date et le lieu de la réunion. Elle sera adressée par courriel aux membres, sauf si ceux-ci sollicitent par écrit de recevoir leur convocation en version papier en précisant l'adresse. Les séances ne seront pas publiques. Le président de la commission aura une voix prépondérante en cas de partage. Et les modalités de vote seront les modalités ordinaires, pas de vote secret, vote à main levée. Monsieur le maire sollicite l'avis de l'Assemblée. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Composition de la commission de délégation de service public, monsieur Laurent Sainte-Pluc. Merci, monsieur le maire. Donc, composition de la commission de délégation des services publics. Monsieur le maire informe que les collectivités territoriales peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de services publics. Monsieur le maire indique qu'il convient d'élire la commission de délégation de services publics qui sera chargée d'étudier les dossiers des candidats conformément à l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales et d'émettre un avis sur les projets d'avenant à ces mêmes conventions entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5%. Cette commission qu'il préside se compose de 5 membres élus par l'organe délibérant à la représentation proportionnelle au plus fort, reste sans panachage ni vote préférentiel. Il signale également que, selon les mêmes modalités, il lui appartient d'élire 5 membres suppléants appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci. Peuvent également siéger avec voix consultative le comptable de la collectivité et le représentant du ministre chargé de la concurrence ainsi que tout agent de la collectivité désigné par le président. Enfin, s'agissant du fonctionnement de cette commission, les textes ne font que prévoir les règles de quorum. Il propose donc les règles suivantes de fonctionnement. La commission sera convoquée avec un délai franc de 7 jours. La convocation comprendra un ordre du jour succinct, la date et le lieu de la réunion. Elle sera adressée par courriel aux membres, sauf si ceux-ci sollicitent par écrit de recevoir leur convocation en version papier en précisant l'adresse. Le remplacement temporaire d'un membre titulaire s'effectuera par le premier membre suppléant disponible sur la même liste. Les séances ne seront pas publiques. Le président de la commission aura une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les modalités de vote seront les modalités ordinaires, pas de vote secret du public, vote à main levée. Et rappelez que la teneur des échanges et les informations données pendant les réunions sont strictement confidentielles. Les membres de la commission ne peuvent pas prendre part aux délibérations parce qu'ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect, à l'affaire qui en est l'objet. Dans le cas où un membre est intéressé à un dossier, il doit se faire remplacer par un membre suppléant. Il est proposé, après dépôt des listes auprès du secrétaire de séance, de procéder au vote dans les modalités prévues dans l'article L 1411-5 et D 1411-3 et suivants. Donc les membres titulaires: Sylvie Brenner-Pougnam,
Nicolas Benegui, Guy Puyot-Kester, Hervé Mendriville. Et ce sera Monsieur Jean-Michel Omnes. D'accord. Ça laisse pour vous. Ok, Monsieur Jean-Michel Omnes. Et pour les membres suppléants, Monsieur Éric Salier, Madame Elodie Foucault, Monsieur Laurent Sainte-Pluc, Madame Bernadette Castera. Et ce sera Madame Isabelle Pouet-Domange pour sa liste pour vous. Et Madame Isabelle Pouet-Domange pour sa liste pour vous. Voilà, vous avez des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point 8. Composition de la Commission communale des impôts directs, CCID, Monsieur Éric Salier. Donc, la CCID intervient en matière de fiscalité directe locale. Elle participe à l'évaluation des bases d'imposition de la commune. La composition de la CCID est la suivante. Un président, le maire ou l'adjoint délégué, 8 commissaires titulaires, plus 8 commissaires suppléants nommés par le directeur départemental des finances publiques parmi les 16 titulaires et 16 suppléants proposés par le conseil municipal. À condition à remplir par les commissaires. Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Être âgé de 18 ans au moins. Jouir de ses droits civiques. Être inscrit au rôle d'une imposition directe locale de la commune. Être familiarisé aux circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Peut également participer à la CCID sans voix délibérative, un agent de la commune. Jusqu'à présent, c'était Madame la directrice générale des services. Est-ce que vous souhaitez toujours y participer? Oui. Très bien. Il revient donc au conseil municipal de proposer une liste comportant de 16 titulaires et 16 suppléants. Des conseillers municipaux peuvent figurer sur cette liste. Monsieur le maire propose la liste suivante. Membres titulaires, Madame Sylvie Braner-Bounage, Monsieur Bertrand Vilaine, Éric Salier, Laurent Sainte-Pluc, Hervé Mendreville, Dominique Touillat, Marie-Ange Mendiel, Laure Irruti-Beiti, Christine Hamon, Sandrine Martoc, Jean-René Lapeyre, Jean-Michel Dachary, Nathalie Cassou, Chantal Serre-Cousinet, Jean-Marc Vergès et un membre de l'équipe Bernard Morlas. Monsieur Morlas. Membres suppléants, Madame Valérie Dublas-Jacob, Monsieur Nicolas Benegui, Madame Bernadette Castera, Monsieur Anthony Darigran, Madame Agnès Séjournan-Siro, Madame Rabat, Madame Caroline Navarre, Monsieur Guy Fischer, Monsieur Fernand Lamarche, Madame Domedja Lekouna, Monsieur Pierre Cunien, Cunien, voilà. Madame Geneviève Genouillet, Madame Annick Genillou, Monsieur Jean-Louis Blanc, Monsieur Gilles Point-Domange et un membre de... Monsieur Thierry Cabane. Monsieur Thierry Cabane. Avez-vous des questions? Non? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point 9. Indemnité de fonction des élus. Monsieur le maire expose que les indemnités dont peuvent bénéficier les élus locaux sont fixées par les articles L 2123-20 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Il indique que les indemnités de fonction du maire et des adjoints sont fixées par strate démographique en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Vous avez donc pris connaissance des deux tableaux d'indemnité de fonction brute mensuelle des maires. Nous sommes dans la strate de 3500 à 9999 habitants, avec un taux maximal de 58,3% pour le maire, soit une indemnité brute en euros de 2396,44 € par mois. Indemnité de fonction brute mensuelle des adjoints au maire, sur la strate de 3500 à 9999 habitants,
avec un taux maximal de 23,32 pour les adjoints, soit une indemnité brute mensuelle en euros de 958,57 euros. Je précise, que l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu, sauf si ce dernier demande au conseil municipal à percevoir un montant inférieur. L'indemnité versée à un adjoint sous réserve qu'il dispose d'une délégation du maire peut dépasser le maximum prévu, sans pour autant dépasser l'indemnité maximale du maire, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité de fonction sous 2 conditions. Celle-ci doit rester dans l'enveloppe globale, à savoir le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. Elle ne peut excéder 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Les conseillers municipaux bénéficiant de délégations et fonctions du maire peuvent recevoir une indemnité qui peut dépasser les 6% de l'indice, sur décision du conseil municipal et dans la limite de l'enveloppe indemnitaire. Il invite le conseil municipal à se prononcer sur l'application de ces dispositions et sur les modalités de répartition des crédits alloués aux adjoints et conseillers municipaux attributaires des délégations et aux autres conseillers municipaux. Avant de continuer sur cette délibération, je souhaiterais faire une précision. Donc, notre projet, le projet du conseil municipal majoritaire, se décline en collectif. Et il me paraît important que les élus soient reconnus pour les actions et futures actions à venir. C'est la philosophie qui me guide dans la répartition de ces indemnités. Ainsi, avant de voter les indemnités, je souhaite préciser que Madame Marie-Ange Mainviel sera première adjointe en charge de la culture. Monsieur Éric Salier sera deuxième adjoint en charge de la voirie, urbanisme et travaux. Madame Caroline Navarre sera troisième adjointe en charge de la santé, accessibilité et affaires sociales. Monsieur Nicolas Benigui sera quatrième adjoint en charge de la transition écologique et démocratie contributive. Madame Irène Rabat sera cinquième adjointe en charge des affaires scolaires. Monsieur Laurent Sainte-Cluc sera sixième adjoint en charge de l'habitat et de l'économie locale. Madame Valérie Diplat-Jacob sera septième adjointe en charge du cadre de vie, tourisme et thermalisme. Monsieur Anthony Darigan sera huitième adjoint en charge de la communication et jeunesse et sport. Monsieur Jean-Michel Dachary sera conseiller municipal délégué en charge de la sécurité incendie. Madame Domenge Lécona sera conseillère municipale déléguée en charge de la langue occitane et de la culture béarnaise. Madame Bernadette Castera sera conseillère municipale déléguée en charge de l'habitat partagé et du logement social. Madame Braneir Bounajme Sylvie sera conseillère municipale en charge des finances. Monsieur Guy Puyot-Castin sera conseiller municipal délégué en charge de l'énergie. Monsieur Jean-Marc Vergès, conseiller municipal délégué en charge du plan communal de sauvegarde. Monsieur Dominique Touillat sera conseiller municipal délégué en charge du patrimoine. Monsieur Hervé Mendriville sera conseiller municipal en charge de liens avec les quartiers. Monsieur Bertrand Vilaine sera conseiller municipal en charge de la sécurité des commémorations et correspondant défense pour la ville de Salis. Madame Agnès Séjournan-Siro sera conseillère municipale déléguée en charge de la communication écrite. Madame Sylvie Subiette sera conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les commerçants. Madame Urikibiti Laure sera conseillère municipale déléguée en charge des associations culturelles. Et Madame Élodie Foucault sera conseillère municipale en charge du plan jeunesse. Je précise que le maire ne souhaite pas percevoir l'indemnité maximale à laquelle il a droit. Sachant que le montant total des indemnités maximales annuelles susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints est de 28 757,28 € pour l'année pour le maire et pour les adjoints de 92 022,72 € brut annuel, soit le montant de l'enveloppe maximale annuelle de 120 780 € brut. Considérant les délégations de fonctions accordées par le maire aux adjoints et à certains conseillers municipaux, considérant que le conseil municipal peut faire masse des indemnités pour les répartir entre les bénéficiaires qu'il aura désignés en tenant compte de leur charge de travail, sans dépasser le montant total des indemnités susceptibles d'être accordées aux maires et aux adjoints, Monsieur le maire propose donc la répartition des indemnités selon l'annexe qui vous a été jointe. Je précise en outre que je souhaite attribuer une indemnité à un conseiller municipal délégué du groupe Salis pour vous. Je souhaite savoir
si cette délégation est acceptée. Oui. Oui. Je vous propose que nous réunissions d'ici les jours à venir pour définir la délégation pour le conseiller municipal délégué. Ça liste pour vous. Avant de passer au vote, avez-vous des questions? Pas de questions, donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Madame Sariquet. Non. Ah, pardon. D'accord, monsieur Thierry Cabane. Jean-Michel. Contre Madame Poil-de-Mange et monsieur Jean-Michel. Très bien. C'est bon? Je vous remercie. S'abstient, pardon. Madame Sariquet. Monsieur Morlas. Merci beaucoup. Point 10. D'accord. Oui, monsieur Sali n'a pas pris part au vote, étant d'astreinte. Il a dû se rendre sur un site. Point 10. Indemnité de fonction des élus. Majoration de 50% au titre des communes classées stations de tourisme. Monsieur le maire expose qu'au titre de l'article 21-23-22 du Code général des collectivités territoriales, les élus d'une commune classée station de tourisme peuvent voter la majoration des indemnités de fonction selon l'article R 21-23-23 du même code. Cette majoration ne peut dépasser 50% du montant actuel d'indemnité. Monsieur le maire précise que la commune est classée station de tourisme jusqu'en 2037. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal la majoration de 50% de l'ensemble des indemnités de fonction allouées. Un tableau avec les montants majorés est joint en annexe. En précision de cette délibération, je souhaite indiquer que le préfet des Pyrénées-Atlantiques donc, a classé la commune station de tourisme à des conditions très précises. Il est attendu de la commune qu'elle conforte son action portant sur la mise aux normes de son assainissement. Donc vous savez que le schéma directeur d'assainissement a été réalisé en 2025 et a été validé, et donc sera un des points importants de la mandature. Sur la prise en compte des besoins en logement pour les travailleurs saisonniers, donc, travail qui reste entièrement à faire, qui n'a pas encore été débuté, et sur le caractère partenarial des actions engagées dans le cadre de l'opération de revitalisation du territoire, ORT, notamment dans le cadre Petite Ville de demain, qui a été déjà engagée. Y a-t-il des questions avant de procéder au vote? Pas de questions, donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Donc Madame Sariquet et Monsieur Cabane. Et le Chauvenet aussi était contre. Et non, apparemment pas. Non. Non? Si, c'est bon. Oui. Ah oui, il faut que vous leviez le bras. Oui. Il est contre? Vous êtes sûr, hein? C'est bon. D'accord. Et qui s'abstient? Monsieur Morlas. Je vous remercie. Point 11, article 62-32, fêtes et cérémonies, liste des dépenses à imputer. C'est Madame Laure Rutibetti. Ah, c'est Madame Subiette. Merci, Monsieur le maire. Je vous en prie. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le Code général des collectivités territoriales prévoit que les communes précisent de façon exhaustive les dépenses qui pourront être imputées au compte 6232 fêtes et cérémonies. La trésorerie du bilan légal a invité toutes les collectivités à détailler, dans le cadre d'une délibération, le secteur de dépenses imputés sur le compte 6232 fêtes et cérémonies. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal afin de préciser les différents groupes de dépenses qui seront imputés sur le compte 6232 fêtes et cérémonies. Il propose d'y imputer les dépenses suivantes. D'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies
tels que par exemple les décorations de Noël, illumination de fin d'année, les jouets, friandises pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors des cérémonies officielles et inaugurations, les repas des aînés, café et autres boissons disponibles en mairie. Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l'occasion de divers événements, et notamment lors des mariages, noces d'or, décès, naissances, départ à la retraite, récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors des réceptions officielles. Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacle et autres frais liés à leurs prestations ou contrats. Le règlement des factures de sociétés de Salis de Béarn, dans lesquelles les gagnants du concours des Maisons Fleuries ont utilisé leur bon d'achat. Les feux d'artifice, concerts, manifestations culturelles et touristiques, location de matériel, podium, chapiteaux, calicot, kakémono. Les frais d'annonce et de publicité, ainsi que les parutions liées aux manifestations. Les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux, élus et employés accompagnés, le cas échéant de personnalités extérieures, lors de déplacements individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou internationales, manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions municipales. Y a-t-il des questions? Madame Sariquet. Sur le point sur le règlement des factures des sociétés de services dans le cadre du concours des Maisons Fleuries, pourquoi on le précise Maisons Fleuries? Parce que imaginons que la mairie souhaite organiser d'autres types d'événements, est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose de plus neutre? Les gagnants de concours ou événements organisés par la mairie, on peut. Oui, on peut très bien. Oui. On peut le changer. Et deuxième remarque, le règlement des factures de sociétés et troupes, et en dessous il y a les feux d'artifice, c'est ceux qui sont faits à la demande de la mairie. Je pense qu'il serait bon de le préciser dans le texte pour qu'il n'y ait pas d'équivoque avec une manifestation, c'est-à-dire une troupe ou un feu d'artifice demandé par tout autre organisme. Oui. Donc c'est une précision à apporter. Voilà. Sur demande de la mairie. On le prend en compte. Merci. Seconde question. Donc, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Madame Subiette. Convention programme NAIAD 2026, Conseil départemental 64. Monsieur Salier. Monsieur le maire, de retour. Oui, merci. Monsieur le maire rappelle que la commune bénéficie du programme NAIAD qui accompagne les collectivités dans le suivi des systèmes d'assainissement collectif. Cet accompagnement fait l'objet d'un renouvellement pour l'année 2026 par une convention figurant en annexe. Monsieur le maire précise que la signature de cette convention est sans incidence financière pour la commune. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour signer la dite convention. Y a-t-il des questions? Juste précision, le programme plus détaillé est envoyé par la Direction Générale des Services dans la semaine. Par mail, je précise. Merci, monsieur Sailly. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Adoption du règlement budgétaire et financier. Madame Laure Ruquier-Betty. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire expose que l'article 5217-10 du CGCT pose l'obligation d'adopter un règlement budgétaire et financier, RBF, avant toute délibération budgétaire relevant de l'instruction M57. Le RBF formalise et précise les principales règles budgétaires et financières qui encadrent la gestion de la collectivité.
Ce RDF permet de regrouper dans un document unique les règles fondamentales auxquelles sont soumis l'ensemble des acteurs intervenant dans le cycle budgétaire. En tant que document de référence, il a pour principal objectif de renforcer la cohérence et l'harmonisation des pratiques de gestion. Le règlement assure la permanence des méthodes et la sécurisation des procédures. Valable pour la durée de la mandature, il pourra être actualisé en fonction de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires et pour tenir compte de la nécessaire adaptation des règles budgétaires. Monsieur le maire propose d'adopter pour la nouvelle mandature le règlement budgétaire et financier de la collectivité durant la mission. Avez-vous des questions? Juste une précision, c'est le même règlement qui a été choisi en 2023. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup. Point 14. Décision modificative numéro 1 au budget principal. Madame Braner-Bounage. Monsieur le maire, s'il vous plaît, juste avant de passer au point 14, pour le conseil technique paritaire, on ne votait pas de désignation de membres? Par arrêté. C'est pas une délibération, c'est un arrêté municipal. D'accord. Merci. Madame Braner, à vous. Merci, monsieur le maire. Décision modificative numéro 1 du budget principal. Afin d'ajuster les crédits budgétaires, monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante. Donc, nous avons transmis deux tableaux. Un relatif à une section de fonctionnement. C'est un focus qui a été fait sur les opérations comptables relatives aux 57 500 € qui correspondent à la majoration de 50% des indemnités non prévues initialement au budget productif, qu'a évoqué monsieur le maire précédemment, où seule l'enveloppe maximale de 120 780 € avait été prévue. Pour ce faire, la section de fonctionnement se présente comme suit. Article 65 311, fonction 020, en libellé, nous avons l'indemnité de fonction pour un montant de dépenses de 57 500 €. Ligne suivante, nous avons l'article 65 313, fonction 020, nous avons les cotisations afférentes, cotisations de retraite pour 4 280 €. Ligne suivante, article 65 314, une fonction 020, nous avons les cotisations de sécurité sociale, la part patronale, pour un montant de 6 200 €, toujours en dépenses. Nous avons ensuite, ligne suivante, 65 888-01, autre, une dépense moins 72 381 €. Et enfin, à l'article 673, fonction 020, nous avons libellé les titres annulés sur les exercices antérieurs pour un montant total de 4 400 €. Par ailleurs, nous présentons juste après un focus sur la section d'investissement où il a été proposé un rajout de 70 000 € au titre de l'entretien de la voirie. Donc cette section d'investissement afférente se présente comme suit. Article 2151, fonction 845, opération numéro 102, libellé réseau de voirie en dépenses 70 000 €. Et article, ligne dessous, 2313, fonction 020, opération ONI, libellé construction, dépenses moins 70 000 €. Y a-t-il des questions? Oui, juste à titre d'info, la construction qui est annulée et le réseau des voiries, c'est quoi? Pour les réseaux de voirie, c'est tous les chemins communaux. Oui. Voilà. On a identifié, on a fait le tour de toute la commune par rapport aux chemins communaux. Donc on a identifié un certain nombre de chemins qui sont à reprendre. Voilà. Donc là on attend le chiffrage. Et on a rajouté, parce que la ligne budgétaire était de 250 000 € et on rajoute 70 000 € sur cette ligne budgétaire. D'accord. Voilà. Et la construction, par contre, ça je ne sais pas. C'était sur le budget général, sur une ligne, sur la ligne concernant les constructions, et donc c'est juste un transfert pour équilibrer l'opération sur la voirie. Voilà. Donc, est-ce que nous pouvons passer au vote? Ouais, juste une remarque, quand même, l'augmentation des impasses d'indemnité, quand même, de 67 980 si on fait le cumul des trois lignes par rapport au précédent budget. Oui.
C'est un choix. Oui. Assumé. Donc, est-ce que nous pouvons passer au vote? Qui est contre? Bien sûr, par rapport à la section de fonctionnement, Sur les 4 Vous avez monsieur Cabal, oui. 4 votes contre. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Je vous remercie. Pardon. Alors, point 15. Alors, gratuité une fois par an, il y a une petite coquille qui s'est glissée au moment de la rédaction. Donc, c'est gratuité une fois pour l'année 2026. Célia Rissort. Espace culturel Lucien Basse Catalina. Madame Foucault. Micro. Dans le cadre du partenariat entre la commune de Salis-de-Béarn et la société Célia Resort, Monsieur le maire propose d'accorder la gratuité de l'espace culturel une fois dans l'année 2026 pour l'organisation de salons et conférences thématiques. Il sollicite l'avis du conseil municipal. Avez-vous des questions? C'est le fameux salon qu'ils organisent chaque année. Là, c'est un salon particulier avec les médecins thermaux. Il y a une centaine de médecins thermaux qui vont venir particulièrement. Non, il y a celui-là, d'accord. Mais c'est pas le même, non, c'est pas. C'est un spécifique, celui. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 16. Fixation d'un tarif d'occupation des salles Ravel et Rotonde. Madame Valérie Duplat-Jacob. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'Office de tourisme du Béarn des Gaves sollicite la mise à disposition des salles Rotonde et Ravel pour l'organisation des pots d'accueil. Il s'agirait de prévoir 12 pots d'accueil de mars à novembre de chaque année. Monsieur le maire propose d'accepter la mise à disposition des salles en fixant un tarif à 150 € par jour d'utilisation des salles et sollicite l'autorisation de signer une convention de mise à disposition avec l'Office de tourisme du Béarn des Gaves. Est-ce que vous avez des questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 17. Don de compost, jardin partagé. Monsieur Nicolas Bénégu. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire expose que la plateforme de stockage de compost située derrière les jardins partagés au chemin Bellecave, utilisée par le service espace vert de la commune, est actuellement à saturation. Il propose donc d'organiser un don à titre gratuit sur inscription aux Salisiens et Salisiennes selon les conditions exposées ci-après. La distribution aurait lieu au jardin partagé 228 chemin Bellecave à Salis-de-Béarn les 22, 24 et 25 avril 2026 avec possibilité d'ajouter des dates supplémentaires si nécessaire. La date limite d'inscription est fixée le lundi 20 avril au soir. Les demandes d'inscription devront impérativement être envoyées par mail à l'adresse suivante rctm@salis-2-béarn.fr. Cette distribution est gratuite et ouverte exclusivement aux habitants de Salis-de-Béarn. Un justificatif de domicile sera demandé lors de la distribution. La quantité de compost délivrée est limitée à 25 mètres cubes par personne. Monsieur le maire sollicite l'accord du conseil municipal pour ce don à titre gratuit permettant de libérer la plateforme de stockage. Avez-vous des questions? Monsieur Morlas. Est-ce que ce type de distribution, monsieur Bénégu, n'est pas soumis à des autorisations particulières par rapport à la qualité du compost que l'on propose des particuliers? Ça a été vu avec les services, non. Vous avez des informations complémentaires à nous donner, peut-être, monsieur Morlas? Non, pas spécialement, mais il me semble quand même qu'au niveau du compost, il y a quand même une forme de législation. À titre gratuit. Oui, non, mais oui, vous pouvez vendre n'importe quoi à titre gratuit. On ne vend pas. Non, vous le donnez, vous en faites ce que vous voulez après. Mais au niveau du compost, on sait dans le compost qu'il peut y avoir des produits et des prix quelconques, donc il n'y a pas de réglementation particulière qui s'impose quant à la qualité du compost que l'on donne. C'est juste une question, je n'ai aucune affirmation là-dessus.
Non, bah, écoutez, a priori, ça a été vérifié, Ouais. donc avec le Avec le service service. juridique. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Non. Donc on va procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, comme je vous l'ai précisé, le point 18 ne sera pas étudié. Donc, nous arrivons maintenant aux informations et questions diverses. Nous n'avons pas reçu de questions diverses particulières. Informations données, réunion publique le 22 avril 2026 à 18h30 en mairie concernant les riverains habitant rue Pont-Maillou pour présentation du projet de fleurissement. Je ne sais pas si M. Salier veut en dire un petit mot. Oui, donc voilà. Donc ce projet-là arrive à son terme, l'aménagement de cette rue arrive à son terme. Et donc le bureau d'études, enfin l'entreprise, a proposé de réunir les riverains pour présenter une sorte de petit catalogue de fleurissement. Donc le principe, c'est que eux ils font les plantations, l'entreprise fait les plantations, et après ce seront les riverains qui entretiendront ces plantations. Voilà. Merci M. Ça Salier. concerne à peu près une trentaine de résidents. Pardon, monsieur le maire. Ah, Voilà. Ça concerne à peu près une trentaine de personnes. Voilà. Une trentaine de personnes qui sont invitées à cet échange et à cette réunion, donc qui aura lieu le 22 avril à 18h30 ici même. Nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous.